40 millions de personnes se déclarent digital nomades dans le monde en 2024. 40 millions de personnes qui ont quitté leur vie classique pour poursuivre ce rêve fou qui est de travailler depuis n'importe où, ordinateur portable sous le bras. Mais vous savez quoi ? 91% des gens qui rêvent de devenir digital nomades n'y arrivent jamais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment un mouvement qui rassemble 40 millions de personnes peut-il avoir un taux d'échec aussi élevé ? Pourquoi cette image de l'entrepreneur bronzé qui bosse 2 heures par jour depuis une plage de Bali fait-elle autant rêver ? Et pourquoi 9 personnes sur 10 échouent avant même d'essayer ? Parce que derrière les photos Instagram se cache une réalité beaucoup plus complexe. Et cette réalité, Dorian et moi, on l'a vécue de l'intérieur pendant des années. On pensait partir vivre le rêve et ça s'est pas vraiment passé comme on l'espérait. Alors, ce qu'on va vous dire pourrait bien vous éviter des mois de galère. Alors, attachez-vous, on va décortiquer ensemble ce phénomène et surtout tenter de comprendre pourquoi ça marche si peu. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord réaliser d'où ça vient et comment ça a explosé. Le digital nomadisme, c'est pas né avec Instagram, ça existe déjà depuis le début des années 2000, quand les premiers développeurs web ont réalisé qu'ils pouvaient bosser depuis n'importe où avec juste un ordinateur et une connexion internet décente. Mais au début, c'était vraiment niché. Quelques geeks, quelques freelance aventuriers, le mouvement restait confidentiel, voire même presque underground. Ce qui a tout changé, c'est 2020. Nos déplacements seront très fortement réduits. Le Covid, le télétravail forcé, et soudain, des millions de gens qui ont réalisé qu'ils pouvaient effectivement travailler depuis chez eux. Et de là, se dire, si je peux bosser depuis chez moi, pourquoi pas depuis Bali ? Il y avait qu'un pas. Un pas que des millions de travailleurs ont franchi à travers le monde, dont nous. Nous, c'est Dorian et Finou. En 2019, on rentre à Marseille après un tour du monde de 8 mois. Je quitte mon salariat, on se lance dans l'entrepreneuriat en ligne, depuis notre appartement avec 2 chambres, dont une qu'on transforme en bureau. Donc en somme, on tente la vie d'entrepreneur classique. Et puis arrive mars 2020. Et là, c'est le déclic. On se retrouve enfermé dans notre petit appartement marseillais à regarder par la fenêtre un monde qui s'arrête. Dorian me regarde et il me dit « Qu'est-ce qu'on fout là ?» C'est une excellente question. Surtout que Dorian, lui, il avait déjà fait une expérience de 1 an en Argentine pendant ses études, 6 mois aussi au Brésil dans sa vie. Il avait déjà goûté à cette liberté de vivre ailleurs et Marseille, disons que ça l'éclatait pas vraiment. Moi, à part notre tour du monde, j'avais pas vraiment vécu à l'étranger sur la durée autre qu'en simple touriste. Donc on commence par étudier Bali. Parce que quand on pense digital nomade en 2020, on pense forcément à Bali. C'était le spot, la mecque absolue du nomadisme numérique. Sauf que les visas, déjà, c'est compliqué. Il faut des procédures, des justificatifs, des allers-retours administratifs. Surtout avec le Covid, les frontières, elles ouvrent, elles ferment sans arrêt. C'est dur d'avoir de la visibilité. On se dit, on annule tout et on réfléchit à autre chose. Et c'est là que le Mexique nous a fait de l'œil. Et en fait, pour plusieurs raisons très pragmatiques. D'abord, visa touriste de 6 mois automatique pour les Français. Donc, il n'y a pas de paperasse, pas de justificatif compliqué. Vous arrivez, on vous tamponne le passeport et vous avez 6 mois. Simple et efficace. Ensuite, c'était un peu une politique open bar niveau Covid par rapport à l'Asie qui fermait ses frontières tous les 2 jours. Le Mexique, lui, restait ouvert, accessible, sans contraintes sanitaires démentes. Et puis en plus, on y était déjà allé pour finir notre tour du monde. On avait même fait venir nos parents là-bas pour cette dernière étape. Donc vraiment, le coup de cœur pour ce pays, l'ambiance, la culture, la nourriture aussi, bien sûr. On adore tout. Donc on se dit, allez, c'est bon, on teste 3 mois. C'est assez pour savoir si on pourrait vivre là-bas à long terme. Donc parfait. Mais avant de partir, déjà il y a une grosse partie dont on parle pas vraiment, c'est la logistique. Il faut rendre l'appartement, tout coordonner, résilier le bail, faire l'état des lieux, la remise des clés, etc. Il faut aussi stocker ses affaires quelque part parce que vous n'allez pas partir avec votre armoire Ikea et votre lave-vaisselle. Donc nous, heureusement, on avait nos parents pas loin, mais il a quand même fallu trier, emballer, transporter, parfois même vendre ou donner. Il faut aussi gérer tous vos contrats, assurance, banque, téléphone, électricité, internet. Et ça, c'est juste la partie française. Une fois là-bas, il faut trouver une personne sur place pour vous aider avec les démarches locales parce que, devinez quoi, les contrats de location mexicains, ils sont pas traduits en français par Google Translate. Les propriétaires, ils parlent pas forcément anglais.
et les démarches administratives se font tout en espagnol. Donc pour pas prendre trop de risques, on a décidé de louer un appartement sur Airbnb pour le premier mois. Mais si on pensait avoir fait le plus dur avec l'appartement, en fait, le plus dur était à venir et ça allait commencer dès l'arrivée. L'atterrissage au Mexique, ça a été un peu brutal, mais pas comme j'imaginais. D'abord, il y a eu cette phase d'adaptation. Moi, ça m'a vraiment secoué ce changement radical de vie. C'était même assez choquant, entre guillemets, de passer du jour au lendemain d'une routine bien établie à Marseille à cette nouvelle réalité mexicaine. Mais bon, on était venus pour tester, donc on a testé. Et c'est là qu'on a découvert les premières réalités qu'on nous avait jamais expliquées. Donc la première réalité, c'est l'instabilité sociale permanente. Alors attention, on s'est pas senti seul au Mexique. Au contraire, les rencontres, elles se font très facilement. Dans les destinations comme ça, nomades, il y a plein de Français, d'Européens, de Canadiens. Il y a des apéros, des événements networking, des groupes WhatsApp pour organiser des sorties plage ou des découvertes culturelles. L'ambiance, elle est vraiment très sympa et accueillante. Le problème, c'est que dans une destination de digital nomade, par définition, personne ne reste vraiment. Il y en a qui sont là en vacances pour 2 semaines, d'autres pour 1 mois, certains viennent d'arriver quand d'autres repartent, d'autres encore sont en transit vers leur prochaine destination. Donc en fait, vous passez littéralement votre temps à dire au revoir à des gens que vous commencez tout juste à connaître et à apprécier. En France, c'est différent. J'avais mes amis de la fac, mes amis d'enfance, mes anciennes collègues, des relations qui se construisent sur des années, voire même des décennies. Vous avez votre histoire commune, vos références partagées, vos private jokes, cette complicité qui se crée avec le temps. Et au Mexique, c'était recommencer de zéro tous les 3 mois. Et croyez-moi, c'est épuisant émotionnellement de reconstruire constamment son réseau social, surtout quand on est introverti. Et quand vous êtes en couple, comme nous avec Dorian, vous vous retrouvez isolés à 2. Vous devenez chacun le seul repère stable de l'autre dans ce nouveau pays. Donc tous vos moments libres, vous les passez ensemble parce que vous n'avez pas d'autres proches sur place et ça peut créer une pression énorme sur la relation. La deuxième réalité, c'est le mythe de la productivité paradisiaque. Alors ça, c'est le moment où j'ai vraiment réalisé qu'on s'était fait avoir. J'ai essayé de bosser au bord de la piscine une fois, je l'ai fait une fois. J'ai installé mon MacBook sur une petite table au bord de la piscine, je sors mes notes, j'ouvre Zoom pour un appel et là, c'est la catastrophe. Il fait 40 degrés au soleil, l'ordinateur il commence vraiment à chauffer au bout de 20 minutes. La batterie qui dégringole à vue d'œil parce que l'écran il est à fond pour lutter contre la luminosité. Impossible de brancher le chargeur parce qu'il y a évidemment pas de prise au bord de la piscine. Et puis je vous parle même pas du contre-jour. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose sur votre écran en plein soleil? Moi personnellement, j'y arrive pas. J'avais l'impression d'essayer de lire un livre à travers un pare-brise sale. Donc au bout d'1 heure, j'étais en nage bien évidemment, j'avais mal au dos à force de me contorsionner pour éviter le soleil qui tape directement sur l'écran et j'avais rien pu faire de productif. Donc le travail au bord de la piscine, c'est bon pour répondre à 3-4 mails en mode détente un dimanche après-midi. Pas pour développer un business sérieux avec des appels clients, des formations à créer ou des stratégies marketing à peaufiner. Et nous, justement, on était en plein développement de notre activité de coaching. Et justement, on arrive au 3e problème dont la plupart des créateurs de contenu ne parlent pas sur le digital nomadisme. C'est qu'on peut très vite donner l'impression que tout est facile dès le début, qu'il suffit de prendre son billet d'avion. Nous, quand on est parti au Mexique, on lançait tout juste notre activité de coaching. On n'avait pas forcément d'équipe, pas de système automatisé, pas de revenus récurrents. On avait juste une idée, de la motivation et cette image un peu fantasmée du digital nomadisme. Et un business naissant, ça nécessite des heures de travail. Beaucoup d'heures de travail. Au début, vous êtes obligé de tout faire vous-même, la prospection pour trouver vos clients, les appels de vente, la création de vos programmes, la livraison de vos prestations, la compta, le marketing, la com, le service client, vous faites tout. Alors, on n'a pas vraiment eu le choix et on s'est dirigé dans un coworking. Donc ce coworking, il était hyper design, hyper moderne, avec tous les mots qui sonnent bien, espace collaboratif, networking, communauté d'entrepreneurs. Sauf qu'il y avait un petit détail qu'on n'avait pas vu sur les photos, c'est qu'il était sans fenêtre, littéralement dans un parking. Donc 10 heures par jour dans ce bunker climatisé. On arrivait le matin quand il faisait jour et on repartait le soir quand il faisait déjà nuit. Exactement comme si on était dans un bureau classique en France en fait, mais en plus chaud et avec moins de lumière naturelle. Et c'était drôle parce que nos parents nous appelaient le week-end, ils nous disaient alors cette belle vie au soleil, vous profitez de la plage, vous êtes bronzés au moins.
Et nous, on se regardait avec Dorian en rigolant. Mais quelle plage, de quel bronzage tu parles? On sortait de notre bunker climatisé juste quand le soleil se couchait, en fait. On était au Mexique, mais on profitait jamais vraiment de la plage. On avait une routine de travail aussi intense qu'en France. La seule différence, c'était le cadre. Vraiment, le cadre était effectivement beaucoup plus sympa pour décompresser le week-end. Tacos à 2 €, marché coloré, plage paradisiaque, ambiance détendue. Mais du lundi au vendredi, c'était vraiment un mode focus entrepreneurial. Et c'est là que j'ai vraiment eu cette révélation qui a tout changé dans ma compréhension du phénomène. En fait, on nous avait vendu le résultat sans vraiment nous expliquer le processus. Après 3 ans au Mexique, 2 ans de recul, des discussions avec des dizaines d'autres voyageurs, j'ai réalisé qu'en fait, il y a 2 réalités complètement différentes derrière le terme digital nomade qui explique pourquoi 90% échouent. En fait, la plupart sont dans un mode de voyage nomade où l'équilibre est trop fragile. C'est bouger tous les 3 à 6 mois avec un visa touriste sans jamais vous poser vraiment. Bali 1 mois, Vietnam 3 semaines, Mexique 2 mois. Vous ne construisez rien de stable, ni professionnellement, ni personnellement. En fait, vous êtes constamment en mode découverte, organisation, adaptation, nouvelle ville, nouveaux repères, nouveaux coworking, nouveaux amis qui seront sûrement partis dans 2 mois. C'est vraiment épuisant et c'est contre-productif pour un business naissant qui a besoin de stabilité, de routine et de concentration. Quand vous regardez comme ça en surface, ça a l'air vraiment cool. Mais dans les faits, si vous souhaitez gérer un business, vous foncez droit dans le mur. Alors on a pensé les choses différemment. Ce qu'on a fini par comprendre, c'est ce que font tous les entrepreneurs nomades qui réussissent vraiment sur le long terme. En fait, on n'a jamais visé ce train de vie comme objectif primaire, mais toujours comme conséquence d'une vie entrepreneuriale qui nous permettait de nous offrir cette liberté. En priorisant notre business en premier, on s'est en fait acheté cette liberté de pouvoir vivre durablement dans un pays où on a nos habitudes et où on se sent stable. Et c'est exactement là qu'on a compris notre erreur de départ. En fait, on se comparait aux mauvaises personnes. Quand on regardait ces vidéos d'entrepreneurs qui bossaient 2 heures par jour depuis leur piscine, on oubliait en fait qu'ils avaient 5 à 10 ans d'expérience sur nous et surtout qu'ils avaient d'abord construit leur stabilité. Aujourd'hui, après 3 ans au Mexique et maintenant 1 an et demi au Panama, on se considère plus comme des digital nomades, mais vraiment comme des entrepreneurs expatriés à l'étranger. On voyage aussi bien sûr, mais depuis une base stable avec un vrai chez nous et une vraie routine. Parce que pour développer un business sérieux, vous avez besoin de stabilité, de pouvoir vous concentrer sur votre activité sans vous demander dans quel pays vous allez être dans 3 mois et comment vous allez gérer votre prochain visa. Le digital nomadisme tel qu'on nous le vend, c'est un mirage. Par contre, l'expatriation entrepreneuriale, ça c'est une réalité magnifique et viable. Il suffit juste de savoir faire la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on tient à être transparent sur notre parcours. Oui, aujourd'hui on peut effectivement aller à la piscine après nos réunions depuis notre base au Panama. Oui, on a cette liberté géographique et financière qu'on cherchait. Mais quand on vous montre notre vie aujourd'hui, on vous montre aussi honnêtement le chemin pour y arriver. D'abord la stabilité, puis la liberté. Parce que c'est exactement cette méthode réaliste et progressive qu'on enseigne à nos clientes et c'est ce qui fait la différence entre le rêve Instagram et la réalité entrepreneuriale. Alors, est-ce qu'on regrette notre expérience mexicaine? Alors vraiment, pas une seconde. Elle nous a appris quelque chose de fondamental. La vraie liberté, ça se mérite. Et surtout, ça se construit. Si votre rêve, c'est de travailler depuis n'importe où dans le monde, commencez par construire un business qui fonctionne vraiment. Stabilisez vos revenus, vos processus, créez quelque chose qui tourne sans que vous ayez besoin d'être présent 24 heures sur 24 et de tout contrôler. Et quand vous serez prête, vous pourrez vous offrir cette liberté qui vous tient tant à cœur. Pour nous, ça a été le voyage, mais pour d'autres, ça peut être simplement avoir plus de temps en famille, pouvoir refaire du sport ou même reprendre une passion. Parce qu'au fond, le plus beau bureau du monde, c'est celui où votre business tourne sereinement, où vous avez vos habitudes, vos amis, votre routine, sans vous inquiéter du wifi qui coupe, des visas à renouveler ou du prochain déménagement imposé.